Thank you very much, Mr. Curtis Dickinson. Merci beaucoup, Monsieur Dickinson. Concernant le thème, la réglementation européenne de solvabilité 2 au RGPD, modèle pour le reste du monde ou obstacle à la concurrence. J'invite donc les panélistes, Madame Marie-Laure Denis, Monsieur Gabriel Bernardino, Madame Florence Tondu-Mélic, Monsieur Jacques de Peretti et Monsieur Jean-François Lecoy en qualité de modérateur de cette table. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous arrivons au dernier panel de la journée qui a un titre alléchant pour vous tenir en haleine. La réglementation européenne, est-ce que c'est un modèle pour le reste du monde ou un obstacle à la concurrence ? On va s'attacher en réalité à répondre à cette question aujourd'hui, mais aussi de façon un peu prospective en s'interrogeant sur les modifications qu'il faudrait apporter à ces réglementations pour qu'elles s'adaptent aux défis nouveaux auxquels l'industrie de l'assurance est confrontée, dont nous avons largement parlé aujourd'hui, et puis également les modifications qui permettraient de remédier à des défauts, à des insuffisances que l'on aurait observées depuis que ces réglementations sont en application. Alors pour faire cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce panel Gabriel Bernardino, qui est le président de l'EIOPA, l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, Marie-Laure Denis, qui est la présidente de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Florence Tondu-Mélic, qui est la présidente directeur général de Zurich France, et Jacques de Peretti, qui est le président directeur général d'AXA France. Le panel va se dérouler en français. Gabriel Bernardino comprend très bien le français, mais s'exprimera en anglais, je crois. C'est plus facile. Donc je vais tout de suite me tourner vers Gabriel Bernardino, qui est un très fin connaisseur de l'industrie de l'assurance européenne et de la réglementation européenne, pour avoir votre première réaction sur cette thématique. Est-ce que la réglementation européenne, c'est un modèle pour le reste du monde ou un obstacle à la concurrence? Et notamment, est-ce que c'est un obstacle à la concurrence? Well, thank you very much. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence. C'est toujours un plaisir. Je crois que je suis celui qui a passé le plus de temps dans les manifestations organisées par la FFA. Tu ne seras pas surprise si mes réponses sont prises comme des références. Ce n'est pas que nous soyons supérieurs à d'autres, mais c'est quelque chose dont nous devons être fiers en Europe. La régulation, l'assurance, et je pense que c'est quelque chose où nous pouvons beaucoup apporter au monde. Bien entendu, nous devons continuer d'apprendre. Nous sommes engagés dans une réflexion mondiale, des échanges mondiaux, et nous devons faire le meilleur dans les circonstances qui sont les nôtres. Alors, nous regardons les réglementations, c'est toujours une question d'équilibre. Ce n'est pas noir et blanc dans la réglementation, notamment dans la réglementation financière, avec tout un tas d'objectifs différents qui sont les nôtres, la protection des personnes, le rôle d'investissement pour financer l'économie et les sociétés, le rôle de stabilisateur du secteur de l'économie. Il y a énormément d'objectifs et la réglementation, bien entendu, essaie de trouver le bon équilibre entre ces objectifs et ce sera toujours dans nos objectifs, aujourd'hui à l'avenir. Et je pense qu'en Europe, nous devrions être contents de ce que nous faisons, être fiers, comme l'a dit Pierre Gramaglia. Nous sommes très bons dans nos réglementations et nous devrions le dire un petit peu plus. Nous projetons vers de longs horizons. Nous avons nos 28 États membres avec énormément de parties prenantes que nous gérons et de façon progressive. Nous sommes entrés dans une phase où nous sommes en capacité
de passer en revue la mise en œuvre et de l'évaluer sous un regard critique, ce qui fait partie d'une bonne pratique réglementaire. Il n'y a aucune réglementation dans le monde qui soit parfaite. Soyons très francs ici. La réglementation, la plupart du temps, est construite à partir des enseignements que l'on tire sur le passé. On essaie de mettre en place des incitatifs, des règles, mais qui changent. Et c'est la même chose pour le régime solvabilité 2. Dès le début, nous avions déjà envisagé que dans les premières années de la mise en œuvre, il y aurait 2 phases, et une phase qui nous amènerait à passer en revue la mise en œuvre et à valider effectivement les apports et l'efficacité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et je pense que le modèle de réglementation est tout à fait exportable en dehors de l'Europe. Quelques mots sur le cadre Solvabilité 2, et vous savez que je pourrais en parler pendant des heures, mais pour vous dire quelques éléments par rapport à ce que j'ai entendu ce matin et cet après-midi, et pour également indiquer l'état des choses aujourd'hui. Nous avons bien sûr une longue liste d'exigences qui nous ont été présentées par les législateurs, mais également dans le cadre des acteurs de Solvabilité 2. Alors, tout ceci représente effectivement des documents, comme on l'a dit, qui font 800 ou 900 pages. Donc, bonne chance pour lire tout cela. Mais nous l'avons fait de bonne foi, en essayant d'être parfaitement transparent, avec des analyses que nous mettons sur la table et des équations que nous mettons sur la table de façon la plus transparente possible. Nous arrivons maintenant à une phase qui est déjà lancée du côté de l'EIOPA, où nous allons essayer de prendre une évaluation, une vue globale sur les enseignements à tirer quant à la mise en œuvre du cadre Solvabilité 2 et les enseignements à tirer, les constats à faire sur les écarts ou les anomalies dans la mise en œuvre. Je pense qu'il y a un domaine qui a besoin d'être ajusté au sein du cadre Solvabilité 2. C'est parce que les choses se passent mal. C'est le traitement du risque de taux d'intérêt. Et là, ne soyons pas naïfs. Ce que nous faisons aujourd'hui est tout à fait injuste, et nous ne prenons pas en compte les taux d'intérêt négatifs. Il y a une grosse partie des portefeuilles d'assureurs du côté des obligations et du côté des titres souverains qui sont sur des taux négatifs, et ceci doit être corrigé. Ceci sera douloureux dans un certain nombre de cas. En 2018, nous avons déjà proposé à la Commission européenne de s'engager dans cette voie. Elle n'a pas souhaité le faire, mais ceci doit être fait. Bien entendu, il y aura des transitions à mettre en place. Mais au-delà de ça, mon intention, et je pense que c'est également l'intention de mon conseil d'administration, sera de présenter des propositions qui œuvreront à équilibrer les choses en termes de résultats. Donc si nous souhaitons renforcer les exigences en capital dans certains domaines, il y aura d'autres domaines où nous allons, de façon à être équilibrés, réduire effectivement les exigences. Nous allons faire une évaluation globale du régime à la fin du premier trimestre 2020, qui couvrira tout un tas de questions et de problématiques, notamment les taux d'intérêt bas, les ajustements à faire en termes de valorisation, valorisation des valeurs de marché, mais également le calibrage des traitements en matière de traitement des actifs. Alors, depuis de nombreuses années que je suis au sein de ce secteur, ici à la FFA, j'entends toujours ces messages, des messages politiques très clairs encore, et le ministre Le Maire l'a dit, en ce qui concerne l'investissement dans les actions, et ce sont des arguments tout à fait légitimes. Alors, de mon côté, je peux vous dire que je pense qu'il y a un espace pour que les assureurs européens, pas seulement français, pour qu'ils investissent davantage dans les actions. Donc il n'y a rien de notre côté qui empêche ou qui vise à empêcher de plus gros volume d'investissement de la part des assureurs dans les actions. Mais il y a un problème qui doit être géré de façon collective. C'est que ceci doit s'accompagner de l'adossement
effectivement des passifs qui soient appropriés. Parce que si nous voulons couvrir effectivement les investissements massifs dans les actions, il nous faudra avoir un adossement à des fonds propres à des niveaux très élevés. Si vous avez des passifs plus électifs, plus illiquides, pardon, plus prédictibles, donc il nous faudra identifier le type de risques associés à cela, qui seront des risques différents. Et c'est pour cela que nous avons, depuis plus d'un an, au sein de l'EIOPA, avons commencé à travailler sur ces notions de liquidité pour essayer d'articuler cela par rapport au taux d'actualisation dans le cadre du régime Solvabilité 2. Et ce que nous envisageons de faire, et nous avons commencé à le faire à l'EIOPA, c'est de prendre en compte les éléments d'illiquidité, les éléments de mise en correspondance pour bien calibrer effectivement le risque action. Soyons très très clairs, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait davantage d'exposition action dans les portefeuilles, mais soyons clairs, les régulateurs, les acteurs de secteur et les consommateurs, parce que si c'est trop bon pour être vrai, trop beau pour être vrai, eh bien, acceptons-le. On ne peut pas trop promettre. Et on ne peut pas promettre des garanties pour les clients en permanence à tout moment à l'avenir et leur promettre qu'on va continuer de faire des investissements à long terme sur les actions tout en calibrant et en réduisant les exigences de fonds propres dans notre calibrage. Donc il y a effectivement des décisions politiques qui sont prêtes pour réduire les exigences de capitaux, mais le risque continue d'être là. Et ce que nous avons besoin de faire, je pense que c'est possible, c'est d'adapter le type de produits qui sont commercialisés de façon collective afin de nous assurer que nous ayons des passifs sur lesquels ce type de risque, d'investissement risqué puisse s'adosser. Et croyez-moi, même en termes des épargnes à long terme, des investissements dans les produits d'épargne à long terme, ma conviction est que c'est possible et que c'est l'idée qui régit le développement du PEP. Et c'est pour cela que je me suis battu pour que le PEP puisse être présenté. Et je suis très content que ceci a été le cas au niveau du Parlement européen et que ceci nous permet de mettre en place un cadre et un régime qui soit propice à la canalisation d'investissements dans ces instruments un petit peu plus risqués dans les années à venir, avec peu de probabilité de défaut et avec de meilleurs rendements pour les consommateurs et les clients. Donc j'ai un message qui est très clair, faisons-le ensemble, mais faisons-le d'une manière qui soit saine, qui soit solide. Je ne crois pas qu'il soit possible de dire à tout le monde vous mettez une charge de capitaux plus basse sur les différents investissements en actions et que ceci sera adossé par tout type d'actifs et qu'on s'en sortira par le haut. Non, 2 remarques supplémentaires. Et je l'ai déjà dit depuis une demi-heure, nous sommes excellents avec les réglementations en Europe, mesdames et messieurs. Nous sommes moins bien pour ce qui est de la supervision et la mise en œuvre. Il faut y mettre davantage l'accent. Nous faisons notre part. Chez EIOPA, je suis d'accord avec M. Brunemer sur les activités transfrontalières. On en a besoin. C'est notre marché interne. C'est notre force en tant qu'Europe. Nous sommes très bons en Europe avec des bons résultats pour les clients, de bons produits, plus de choix, plus de concurrence. C'est ce qu'il faut promouvoir. Mais la concurrence doit être faite lorsque cela fait sens, c'est-à-dire la concurrence en matière des services qu'on fournit, la tarification et la gestion du risque. La concurrence ne doit pas être là en réduisant les provisions qu'il faut mettre en place. Elle ne doit pas être là en abaissant la qualité de traitement des clients. Et malheureusement, on a vu des situations de ce type. Ces dernières années, vous savez très bien à quoi je fais référence, le secteur de la construction en France. On a bien traité cette question, mais la seule façon, c'est d'avoir des normes de supervision plus élevées et à les mettre en œuvre à l'échelle européenne et en donnant aux institutions européennes et peu importe, mais donner aux autorités
et aux institutions européennes d'agir lorsqu'il y a des mauvais résultats en matière de la supervision. On ne peut pas se permettre d'avoir un marché interne sans une supervision cohérente partout en Europe, parce que c'est là qui crée de la confiance dans le système. Pour répondre à la question, en effet, je crois qu'on peut exporter cela à travers le monde, mais on doit faire mieux collectivement pour ce qui est de la surveillance des règles que nous concevons. Sur ces sujets, mais effectivement, on a sans doute beaucoup de travail collectif à faire pour prendre en compte toutes les contraintes qui ont été évoquées aujourd'hui dans cette révision de Solvabilité 2. Et en tout cas, j'entends que le contexte nouveau de taux d'intérêt négatif impose une révision. Je vais me tourner maintenant vers Jacques de Peretti, qui est AXA est un acteur mondial soumis à des réglementations très différentes dans les différents pays où il opère. Jacques, est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands défis auxquels un groupe mondial comme AXA est confronté aujourd'hui? Merci Jean-François. Moi, je voudrais d'abord rappeler qu'on est dans un environnement qui est pas facile aujourd'hui. On a sur le plan économique, on a beaucoup parlé des taux bas, mais si vous regardez l'économie mondiale, et notamment asiatique, la croissance n'est plus au rendez-vous comme avant. Donc les choses deviennent un peu plus compliquées. Si on regarde du point de vue géopolitique, les incertitudes sont partout. Comment demain on va, à partir de l'Irlande ou à partir de UK, continuer à travailler? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire à nos grands clients, nos clients internationaux, tout ça, c'est très compliqué. Et puis enfin, sur le plan de la démographie, on voit quand même que cette population est vieillissante avec tous ces sujets. Alors bien sûr, c'est des opportunités formidables, mais c'est des risques aussi forts. Et voilà. Donc dans tout ça, si vous voulez, il faut que nous, enfin je crois, les acteurs de l'assurance, il faut qu'on se transforme et qu'on revienne à quelques grands fondamentaux. Et moi, nous, on en a quelques-uns chez AXA qui nous tiennent à cœur. Le premier, d'abord, c'est revenir quand même à l'essence de notre métier. Notre métier, c'est couvrir des risques et c'est apporter des solutions aux clients. Le ministre l'a dit, il faut que nous soyons dans un rapport gagnant-gagnant avec le client. Le client ne nous fera plus confiance si nous lui imposons régulièrement des choses qu'il n'accepte pas ou qu'il ne souhaite pas. Et cela, c'est tout ce qui est autour de l'innovation, de l'excellence opérationnelle, bref, notre métier. Nous ne sommes pas de simples SICAV, on a parlé que de ça aujourd'hui, mais ce n'est pas cela. Avant tout, il faut faire ce métier mieux et avec... voilà. Ça m'amène à mettre en avant un autre sujet que nous avons. Aujourd'hui, nos clients ne sont pas prêts à payer pour notre complexité. Les clients ils sont prêts à payer pour des garanties. Donc aujourd'hui, l'accumulation de la complexité dans laquelle nous vivons n'est pas favorable à notre métier, n'est pas favorable à notre rôle social, n'est pas favorable à ce que nous devons être dans cette société. Et donc il faut que tous nous valions devant notre porte. Bien sûr le régulateur, bien sûr, mais aussi nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons aujourd'hui des organisations qui sont trop complexes. Nous avons empilé au fur et à mesure tout ce qui nous venait de droite et de gauche, mais est-ce que nous avons réfléchi à avoir des organisations plus lean, à avoir des organisations plus simples? Est-ce que ces choses-là nous agitent suffisamment? Je ne le crois pas. Autre chose aussi, dans la manière dont on fait notre métier. Alors bien sûr, certains s'accommodent de cela, mais aujourd'hui, nous sommes payeurs, nous sommes des payeurs. Voilà. Est-ce que ça va suffire pour résister à d'autres acteurs comme les GAFA ou autres qui vont apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus simple, quelque chose de plus fluide, quelque chose de peut-être de plus couvrant? Non, il faut que nous soyons dorénavant des partenaires du client. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà, à mon sens, de simplement payer des sinistres, mais apporter des solutions. C'est apporter que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le risque d'entreprise, la prévention. Tous ces sujets-là, nous les avons peut-être un peu négligés par les temps qui courent en nous concentrant sur des sujets, à mon sens, qui sont certes fondamentaux, mais qui ne correspondent pas à ce que les clients attendent de nous. Et enfin, dernier sujet très important, chez nous en tout cas, et on a pris quelques mesures là-dessus, vous le savez, c'est comment, dans un monde où le risque financier, et on en a suffisamment parlé aujourd'hui, devient si prégnant en fin de compte et si impactant, comment on prend
de la distance avec ces risques financiers. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on sait bien traiter, c'est le risque technique. On sait mutualiser, c'est la force, c'est ça l'essence de notre métier. Risque financier, on prend la distance. Donc, nous, on a pris des décisions là-dessus. On a vendu, vous savez, une filiale aux États-Unis qui était 100% sur l'assurance vie, avec des garanties très fortes, etc. On a acheté une filiale, on a acheté une boîte qui s'appelle XL, qui est essentiellement sur le risque technique. Voilà, donc c'est des opérations que nous devons mener. Comment, d'une manière ou d'une autre, nous affranchir autant que faire se peut, avec bien sûr le mix d'activités y correspond, mais avec beaucoup d'autres opérations de ce risque financier. Voilà, et dans tout ça, le régulateur ne peut pas vivre dans sa bulle et ne pas regarder pourquoi il est fait. Il est fait avant tout pour préserver notre activité et faire en sorte que cette activité corresponde à un bien social. Et est-ce que lorsqu'on est AXA, on aspire à plus d'homogénéisation, de coordination entre les réglementations internationales, et notamment pour faire face à ses concurrents? Alors, lorsqu'on est AXA, on aspire, comme tous les assureurs, à avoir plus de coordination, c'est un fait. Mais Gabriel disait qu'il n'était pas naïf. Nous non plus, nous ne sommes pas naïfs. Et ce que je crois, c'est que même si on peut rêver tous d'un standard international qui soit identique pour tous, hein, et je comprends qu'un régulateur puisse en rêver peut-être plus qu'une compagnie, encore qu'une compagnie, si, ma foi, ça venait, ça simplifierait la vie d'AXA. Beaucoup. Voilà. Maintenant, quand on regarde les choses en face, je crois que l'environnement, aujourd'hui, n'est pas propice à cela. Quand on regarde aujourd'hui le repli sur soi des nations, quand on regarde le délitement du multilatéralisme, quand on regarde la montée des nationalismes, est-ce que, encore les yeux ouverts et sans être naïf, on peut croire à une réglementation internationale? Et c'est pour ça que c'est surgé. Moi, je prends un exemple concret, l'ICS. L'ICS, c'est sûrement quelque chose de génial. Hein, l'idée d'avoir les exigences capitales identiques, c'est sûrement quelque chose qui facilite notre vie, mais c'est complètement irréaliste. Donc arrêtons de brûler du kérosène sur ces sujets-là et allons sur des vrais sujets de convergence, des vrais sujets avec tout ce qui est autour des principes communs, des choses comme ça. Mais n'allons pas vers une fausse équivalence qui n'a aucune chance de voir le jour. Donc c'est ça, ne pas être naïf aussi. Voilà. Donc ici, Solvabilité 2 est un modèle pour le monde, on n'a pas besoin d'ICS d'ailleurs. Et si Solvency 2 est un modèle pour le monde. Nous sommes, aujourd'hui, c'est la 11e conférence internationale de la FFA et je crois qu'on a parlé de Solvabilité 2 abondamment au cours de ces 11 conférences. Donc je vous propose de changer de sujet, de parler d'une autre réglementation européenne importante qui est le RGPD. Les données, ce sont la matière première en réalité des assureurs. Hein. On traite des données depuis que l'assurance existe. Le big data, les nouvelles possibilités, elles offrent des opportunités nouvelles aux assureurs qui nécessitent sans doute des besoins nouveaux de protection des données. Alors je vais me tourner vers Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, donc pour nous dire ce règlement de protection des données, qu'est-ce qu'il a fondamentalement changé pour l'industrie européenne? Donc d'abord, merci beaucoup d'avoir pris la peine de m'inviter. Et je vous rassure en tout cas sur une chose, c'est qu'effectivement, je ne vais pas vous parler de Solvabilité 2. Je m'en garderai bien. Et en ce qui concerne ce règlement européen qui est en vigueur depuis un peu plus d'un an maintenant, depuis mai 2018, il a changé, je pense, la vision d'abord des citoyens européens, moins en France probablement qu'ailleurs, parce qu'en France, il y avait une législation ancienne sur la protection des données qui datait de 1978. On est la plus ancienne autorité de protection des données. Et donc, un certain nombre de droits qui sont portés par le RGPD, le droit d'accès à ces données, le droit d'opposition, le droit à l'oubli, enfin, un certain nombre de sujets de ce type, ils existaient déjà. La différence, en tout cas pour les citoyens, c'est qu'ils en ont pris davantage conscience. Et ça, c'est une vraie différence.
référence, par exemple, on a eu de mai 2018, l'entrée en vigueur du RGPD à mai 2019, la CNIL a enregistré plus 42% de plaintes. Et on est à 12 000 plaintes, un peu plus de 12 000 plaintes par an. Je pourrais multiplier les chiffres. On a 8 millions de connexions annuelles sur notre site, c'est 60% de plus qu'avant. Je pourrais égrener un certain nombre de chiffres comme ça. Donc cette réglementation européenne, associée en plus à un certain nombre de scandales quand même qui sont intervenus en matière de protection des données, je me réfère par exemple au scandale Cambridge Analytica où près de 90 millions de données d'Américains ont été vraisemblablement détournées à des fins de marketing politique, que ce soit pour peser sur l'élection présidentielle américaine ou sur le Brexit, par exemple. Enfin, tout ça mis bout à bout fait qu'il y a une prise de conscience quand même. Vous qui vendez de la confiance, justement, il y a une prise de conscience que on ne peut pas nécessairement avoir confiance dans la façon dont les données sont collectées, stockées, conservées, etc. Donc ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour les citoyens et donc un enjeu pour les entreprises, avec un vrai changement de paradigme du RGPD. Avant, on était dans une logique assez administrative, assez technocratique d'autorisation sur les traitements des données. Le vrai changement du règlement, c'est de responsabiliser les entreprises, c'est le fameux concept de accountability, et c'est à elles d'être en conformité avec la réglementation. Et si j'ose dire, la vraie différence, c'est de façon continue, a fortiori dans un monde où les évolutions technologiques sont absolument incessantes. Donc ça, c'est une vraie différence. Et moi, si j'ai un message à passer, puisque vous avez la gentillesse de m'offrir cette tribune par rapport aux entreprises que vous représentez, c'est que ce sujet de la protection des données, il doit être traité au niveau élevé de la gouvernance des entreprises, parce que ça n'est pas un petit risque, parce que il ne s'agit pas uniquement de gérer le droit d'accès, le droit d'opposition, etc. Il y a aussi un sujet dont les autorités de protection des données sont maintenant investies, c'est le risque lié à la cybersécurité aussi, très concrètement. Par exemple, la notification des violations des données doivent en tout cas être transmises. Enfin, vous devez notifier vos violations de données aux autorités de protection de données, par exemple à la CNIL, sous les 72 heures, à charge pour nous de voir en fonction de la sensibilité de ces violations si vous devez ou pas les communiquer à vos clients. Voilà, et c'est un sujet qui est compliqué, la protection des données, parce qu'il faut faire travailler des experts informatiques, des juristes, des équipes marketing, etc. Et si l'impulsion ne vient pas du COMEX ou du conseil d'administration, alors qu'il y a des risques, mais pas seulement des risques, je voudrais aussi insister sur, puisque après tout c'est le thème de votre panel, sur l'avantage concurrentiel qu'il peut y avoir du coup à mettre en œuvre des traitements qui soient RGPD-proof en quelque sorte. Je pense que ça peut être réellement, et je pense que ça sera de plus en plus un avantage à l'égard de vos clients et à l'égard du consommateur. Enfin, pour les autorités de protection des données, très rapidement, je ne vais pas tout... si je me concentre juste sur une chose, nos capacités de sanction ont été très renforcées, puisqu'on peut maintenant mettre des sanctions qui vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Bon, évidemment, ça c'est un peu l'arme nucléaire. Et pour un certain nombre d'entre elles, on a mis jusqu'à présent à la CNIL en janvier dernier la plus grosse sanction qui a été mise pour le RGPD de 50 millions d'euros à l'égard de Google, à l'encontre de Google sur un sujet précis. Alors à l'échelle de Google, c'est pas grand-chose, même si ça participe d'un certain name and shame que naturellement toutes les entreprises, y compris les GAFA, cherchent à éviter. D'ailleurs, je constate maintenant, même pour les GAFA, c'est assez amusant, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui apparaît, il s'appelle privacy quelque chose, c'est-à-dire en gros protection, privacy box, privacy, etc. Voilà. Donc voilà. Et puis par ailleurs, on a une régulation qui est maintenant intégrée au niveau européen, et ça c'est une vraie différence, c'est-à-dire à la fois pour élaborer des lignes directrices au sein du Comité européen de la protection des données, qui réunit l'ensemble des CNIL européennes à Bruxelles, pour donner par exemple des indications sur des sujets qui peuvent vous concerner, les différences de responsabilité entre les responsables de traitement, les sous-traitants, les co-responsables de traitement, parce qu'avec le RGPD maintenant les sous-traitants
exploitants ont aussi des responsabilités en matière de protection de données, et puis aussi pour traiter les plaintes lorsque c'est justifié naturellement dans un cadre transfrontalier et européen, pour que le citoyen européen ait un guichet unique en quelque sorte d'accès à la régulation en matière de protection des données. Donc voilà très rapidement ce que je peux essayer de répondre à votre question. Et pratiquement, en fait, la CNIL aujourd'hui s'y prend comment pour veiller à la bonne mise en œuvre du RGPD en Europe? Alors, on a un certain nombre d'outils, en quelque sorte. On conforte beaucoup, ce qui peut aussi vous concerner, les délégués à la protection des données, qui doivent être désignés dans un certain nombre d'organismes. Il y a aujourd'hui, depuis que le règlement est en vigueur, depuis mai 2018, 20 000 délégués qui ont été désignés dans 60 000 organismes, ce qui est une possibilité de mutualisation. Et je crois que dans le secteur des assurances, il y a près de 1000 délégués à la protection des données. Et ces délégués, on met à leur disposition, par exemple, un cours en ligne qui est sur le site de la CNIL. Je ne dis pas que ça vaut une série pour voilà, mais en tout cas c'est utile. On met à votre disposition des modèles de registre de traitement, des logiciels en accès libre qui vous permettent de faire vos analyses d'impact en matière de risque en ce qui concerne les traitements des données. Et nous essayons, dans le rôle d'accompagnement qui est le nôtre, parce qu'on nous voit beaucoup comme un gendarme, à juste titre en partie, mais on est vraiment très focalisé aussi sur l'accompagnement des entreprises, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire en s'adressant plutôt aux têtes de réseau que vous représentez, par exemple. On a, avec la Fédération française des assurances ou de l'assurance, un long partenariat qui remonte à 2012, où nous nous voyons tous les 3 mois dans un club conformité, en quelque sorte, tout un programme, et qui a donné lieu quand même dès 2014 à l'édiction d'un pacte de conformité avec des esquisses très pratiques de conseils sur la façon dont vous gérez vos traitements de données. Ce pacte est maintenant, et avec vous, et en concertation, en train d'être revu pour le mettre à jour en fonction du RGPD. Donc voilà le type, par exemple, d'accompagnement plus spécialisé qu'on essaye de faire. Voilà. Merci beaucoup. Florence Tondumélic, Zurich est également comme AXA un groupe international, donc également très concerné par tous les sujets de level playing field. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il faut que les réglementations, les supervisions garantissent pour que les assureurs jouent pleinement leur rôle de soutien à l'économie, puissent favoriser la croissance et l'innovation? Et puis, comme on a pas mal parlé aujourd'hui de level playing field, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les assureurs européens ont un désavantage par rapport aux assureurs d'autres pays, par exemple aux assureurs américains, ou par rapport à d'autres acteurs, comme les GAFA ou qui sais-je? Bonjour. Donc, investir dans les entreprises, Jean-François, pour soutenir la croissance et l'économie, c'est finalement l'appel que le gouvernement nous lance à tous. Et Bruno Le Maire nous l'a encore redit ce midi. C'est évidemment un problème franco-français, mais on l'a vu au cours de cette journée, c'est aussi au-delà un problème et un enjeu européen. Puisqu'en effet, au-delà de la guerre commerciale, ce qui se joue, c'est véritablement une guerre d'innovation entre 2 pôles, les États-Unis d'un côté et puis la Chine, l'Asie de l'autre côté. Quelle place cela laisse-t-il à l'Europe quand on sait rien qu'au 3e trimestre 2019, le capital investissement, le capital risque a levé plus de 100 milliards de dollars aux États-Unis, 40 en Asie et seulement 14 en Europe. Et je crois qu'une fois qu'on a posé ce constat, la véritable question est de savoir quel rôle nous autres assureurs nous pouvons jouer. Et je crois que c'est là le cœur finalement de ta question, Jean-François. Pour ma part, je pense que nous avons un triple mandat en tant qu'assureurs. Premier mandat qui est celui d'investir dans l'économie réelle. Et là, la question, on l'a évoquée, est de savoir dans quelle mesure nous pouvons libérer du capital de nos bilans et dans quelle mesure le régulateur, la réglementation, une réglementation plus incitative pourrait nous y aider. Le deuxième mandat, c'est celui de protéger l'entrepreneuriat et la consommation. À l'aube de cette 4e révolution industrielle, on voit que nous passons du monde du tangible au monde de l'intangible, du monde du physique au monde du digital. Et cela amène de nouvelles typologies de risques, des secteurs qui se transforment. L'automobile
Aujourd'hui, on parle de mobilité. Et puis, des nouveaux risques qui apparaissent, le cyber. Et ce que ces nouveaux risques ont en commun, c'est à la fois de devenir beaucoup plus systémiques et beaucoup plus complexes. Et puis enfin, troisième mandat, celui d'accompagner la transition digitale et démographique de nos sociétés. Et je crois qu'il y a véritablement là une opportunité de créer un cercle vertueux, c'est-à-dire de développer des produits d'épargne qui viennent en soutien de l'investissement et de la croissance et d'en faire bénéficier nos concitoyens. C'est aussi un défi qui est celui d'adresser ce transfert de responsabilité en matière de protection sociale, en matière de retraite, de la sphère publique à la sphère privée, et même, je dirais, de l'entreprise vers l'individu, ce travailleur indépendant, uberisé, auto-entrepreneur, celui qu'on appelle aujourd'hui le slasher. Et donc, ce triple mandat, investir, protéger, accompagner, pour le remplir, eh bien, j'appelle de mes vœux à 5 inflexions réglementaires qui nous permettront, je l'espère, de devenir un modèle pour le reste du monde. Alors, la première demande concerne une réglementation qui soit moins conservatrice. On a parlé de Solvency II. Si l'on réduisait le coût du capital dans la marge pour risque de 3 points, de 6% à 3%, Zurich en Europe pourrait libérer près de 800 millions d'euros supplémentaires pour investir dans l'économie réelle. Et au niveau des assureurs européens, on parle de 80 milliards. Dans ce même état d'esprit, allons-y. Dans cet même état d'esprit, faisons davantage confiance à l'autorégulation. Il faut trouver ce juste équilibre entre la protection du consommateur et la capacité de notre industrie à innover. J'en prends pour exemple l'engagement que Zurich a pris récemment en matière de données, puisque nous allons beaucoup plus loin que la conformité à la régulation, beaucoup plus loin que la conformité à RGPD, pour renforcer la confiance dans le digital et même nous assurer de l'absence de biais éthiques dans le traitement de nos données. Et puis mes 3 dernières demandes ont effectivement attrait, Jean-François, à la compétitivité de notre industrie. Déjà, je pense qu'il faut que nous renforcions l'harmonisation au sein de l'Union européenne. On le sait tous, éviter le forum shopping, éviter cet arbitrage réglementaire, de telle façon à ce qu'au sein de l'Union européenne, nous puissions aussi faire front commun vis-à-vis de concurrents internationaux. Ce qui m'amène à mon 4e point, faire en sorte que les règles sur l'échiquier mondial soient plus transparentes et plus équitables. Jacques nous parlait de l'ICS. Nous sommes de principe favorables à l'ICS, mais nous craignons effectivement que sous la contrainte d'entreprises américaines, l'IAIS ne soit prête à faire des compromis au-delà de ce qui nous paraît raisonnable. Et si c'était le cas, notre position serait de préférer une situation de statu quo à une situation où finalement Solvabilité 2 ou le standard suisse puisse être considéré comme équivalent au standard américain. Il est évident qu'à degrés d'exigence différents, nous ne pouvons pas être considérés comme étant capitalisés de la même façon. Et puis j'en terminerai avec mon dernier et 5e point, qui est finalement ce que tu évoquais, Jean-François, le risque le plus important pour notre industrie, c'est d'arriver de nouveaux entrants qui ne sont pas soumis au même cadre normatif que nous, acteurs traditionnels régulés. Le cloud. Nous externalisons nos données à des fournisseurs qui n'ont pas les mêmes obligations que nous en matière de sécurité et pourtant nous portons cette responsabilité in fine. Les plateformes digitales, elles frappent à nos portes. On le voit bien, Amazon UK avec son produit Amazon Protect propose aujourd'hui directement en ligne des produits d'assurance très court terme sur des biens technologiques pour assurer votre console de jeu ou votre disque dur. Ou c'est encore Alphabet, la maison mère de Google, qui a investi 375 millions de dollars dans Oscar Health pour développer ses propres produits d'assurance santé. Voilà. Donc ces plateformes digitales bénéficient d'un avantage concurrentiel sur nous qui est l'accès privilégié à des données clients. Vous l'avez compris, mon propos, ça n'est d'autre que celui d'un appel à ce que nous continuions à travailler ensemble, à avancer ensemble, parce qu'il en va à la fois du futur de notre métier, mais aussi, on l'a largement évoqué aujourd'hui, du futur
de nos sociétés et de nos économies. Merci. Merci beaucoup, Florence. Peut-être, juste pour rester sur ce sujet du level playing field, hein, peut-être, Marie-Laure, comment vous voyez aujourd'hui la réglementation européenne dans votre domaine, dans un contexte mondial, en fait? Est-ce qu'elle est un atout? Est-ce qu'elle est un obstacle, là aussi, à la concurrence? Et peut-être dans le cadre d'un paysage qui, en matière de données, d'ailleurs, est très, très varié dans le monde. D'abord, je rappellerai que le règlement il a une portée extraterritoriale. Donc concrètement, en tout cas, déjà pour les entreprises qui s'adressent ou qui visent les données des Européens, qui visent à traiter les données des Européens, même pour des entreprises qui n'ont pas d'établissement en Europe, elles sont soumises au RGPD. Donc ça, c'est quand même c'est un acte de souveraineté, enfin d'affirmation dont M. Bernardino parlait tout à l'heure, de souveraineté numérique européenne extrêmement forte. Et ça n'est pas purement conceptuel. Je veux dire, on en voit vraiment des traces. Moi, je suis à la CNIL depuis pas très longtemps. J'ai découvert tout un monde international de la privacy où vraiment on voit que l'impact du RGPD est non pas le modèle, parce que je garderai d'employer ce terme qui est peut-être connoté avec une certaine arrogance française éventuellement, mais en revanche c'est une source d'inspiration quand même pour un certain nombre de pays, pas par philanthropie, mais tout simplement pour adresser le marché européen et parce que c'est leur intérêt, d'une part pour répondre au malaise croissant quand même des populations par rapport à ces questions de protection de données et pour essayer d'avoir un avantage concurrentiel distinctif encore une fois. Et très concrètement, on voit bien que quand il y a des accords de libre-échange qui sont conclus entre l'Union européenne et un certain nombre de pays, le Japon par exemple récemment en janvier dernier, souvent dans la corbeille, il y a aussi un accord en matière de protection des données. Voilà, donc c'est vraiment, en tout cas de ce que je constate, il y a beaucoup de pays, sur tous les continents, qui modifient leur réglementation sur les données en ce moment. Le Brésil, l'Inde qui réfléchit, ce qui est quand même pas, qui réfléchit très activement, hein, très concrètement, ce qui n'est pas neutre. Beaucoup de pays d'Afrique, etc. On voit bien qu'aux États-Unis aussi, c'est un grand sujet de débat, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, en tout cas, je pense que ce caractère extraterritorial et le fait que, pour parler clairement, les Européens aient tiré les premiers sur ce sujet avec une réponse commune et un standard assez élevé, en fait, je pense, une référence à défaut d'en faire peut-être un modèle. Ce qui est certain, c'est que par rapport aux États-Unis, on a deux visions un peu différentes. La protection des données vue de la France ou pour un Européen, c'est un peu un droit fondamental attaché à l'individu, etc. Évidemment, il y a un prisme beaucoup plus lié aux consommateurs aux États-Unis. D'ailleurs, il n'y a pas de CNIL en tant que tel, mais c'est une partie de la FTC, de la Federal Trade Commission, qui traite ces questions aux États-Unis. Et moi, quand je suis à l'étranger avec des représentants américains, j'ai en face de moi un représentant du département du commerce. Donc on voit bien que les approches sont différentes, mais elles ne sont pas pour autant incompatibles. Donc voilà ce que je dirais très rapidement. Il y a peut-être un sujet dont j'ai pas, que je n'ai pas évoqué, mais pour me focaliser sur le titre de votre panel sur la concurrence et qui est vraiment porté par le règlement général sur la protection des données, c'est la question de la portabilité des données. C'est ce nouveau droit qui est offert à tous les citoyens européens de pouvoir récupérer les données qu'ils ont transmises à un fournisseur de services, par exemple, soit pour les conserver, soit pour les attribuer à un autre fournisseur de services. Donc là, il y a dans ce droit qui est encore objectivement pas utilisé comme il pourrait l'être, mais ça je pense que ça va venir et toutes les autorités de protection des données européennes y travaillent. Il y a un levier concurrentiel extrêmement important pour diminuer un peu l'effet captif qu'on peut avoir par rapport à des très grands réseaux et pour accroître les capacités d'innovation aussi. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Laure, je me retourne vers Gabriel pour savoir quelles sont selon vous les
Là aussi, dans un contexte mondial, les forces et faiblesses de l'Union européenne et de sa réglementation. Et est-ce qu'il y a des approches d'autres pays, des États-Unis ou d'autres, qu'il serait intéressant de regarder et dont il pourrait être intéressant de s'inspirer? Well, I think that... Je pense qu'on va démarrer avec les faiblesses. Donc je pense que la plus grande faiblesse en Europe, dans les discussions internationales, c'est lorsque nous allons dans ces discussions internationales sans une position européenne commune. Lorsqu'on a ces discussions internationales, le fait de se battre entre nous, Européens, ça augure pas très bien. Il y a eu quelques exemples par le passé avec un certain d'entre vous, vous avez connu, et on s'améliore dans ce domaine et ça aide énormément d'avoir ce processus d'avoir des régimes harmonisés européens avec lesquels on se soit beaucoup plus confortable de défendre une seule position commune sur le plan international et les résultats sont bien meilleurs finalement. C'est pour cela, je crois justement que ce chemin vers des standards internationaux de l'assurance, ça prendra du temps. Par exemple, on est un exemple, on a du temps pour y arriver. En tout cas, c'est là le chemin et profondément, je suis sûr qu'on va y arriver. Alors, c'est la plus grande faiblesse. Le plus gros avantage qu'on ait, pour être vraiment sincère, eh bien, cet avantage pour nous, c'est on devrait chercher les valeurs européennes de base, les valeurs sociétales en Europe. Je ne vais pas parler de RGDP, car en tout cas, pour moi, par exemple, on devrait adhérer à l'innovation. Ça, c'est sûr. Elle existe, elle va arriver encore plus, il faut être compétitif, il faut apporter de l'innovation pour les citoyens, pour fournir des meilleurs produits, des meilleurs services. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Mais il ne faut pas le faire en copiant des exemples d'ailleurs. Et j'ai un petit peu entendu aujourd'hui certains messages de ce qui se passe en Asie ou aux États-Unis. Je pense qu'il faut adhérer à l'innovation, mais être fier de nos valeurs européennes. Car finalement, je suis plutôt assez sûr qu'avec l'évolution qu'on constate dans le monde, si on continue à adhérer à nos valeurs de ce côté de la vie privée, de non-discrimination, ce seront les standards pour le monde à venir, car c'est là où nous tous, nous sommes, en tant que citoyens, on veut se trouver. Et je pense que c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Mais ça devrait être possible. Il faut que ça devienne possible. Pour vous donner un exemple de ce qu'on fait actuellement à l'IOPA. En ce qui concerne les problématiques de l'exploitation du big data, par exemple, nous avons mis en place un panel d'experts avec des gens de l'industrie, mais également des universitaires et également des consommateurs. Et on les a fait travailler sur ce qu'on les a appelés les principes de la responsabilité numérique dans le secteur de l'assurance. Donc on n'essaie pas de réinventer tous les principes, toutes les valeurs au sein de RGDP, mais on s'est intéressé à la façon d'appliquer toutes ces valeurs au niveau du secteur de l'assurance. Très concrètement, la mise en œuvre de ces régimes qui vont apporter des bénéfices concrets du fait de l'innovation. Et ça, je pense que c'est le bon chemin à suivre. Et si on poursuit et qu'on y arrive, je pense que ça pourrait représenter un modèle qui pourrait s'exporter dans le monde. Donc, ne nions pas, ne contestons pas ces valeurs qui sont nos valeurs européennes. C'est ça qui nous rapproche de nos citoyens en Europe et c'est ça qui nous différencie. Je crois que si on continue de faire ça... So in this battle for innovation, in this battle for climate change, transformation in the economy, because we will link it to the citizens. La transformation économique, et ce sera des avantages pour nos citoyens. Forme des vœux pour que tout ce qui a été évoqué soit pris en compte dans les travaux de révision que nous avons devant nous, que ce soit de Solvabilité 2 ou de PRIPS, et que nous nous attachions à rester des influenceurs sans des modèles du monde. Merci beaucoup à tous les panélistes. Merci.